Bonjour! Nous sommes toujours dans le module 3, séance 2. Donc, on va poursuivre avec la discussion concernant la gestion de crise efficace. Et dans la discussion concernant notre plan de contingence, là, le protocole de gestion de crise. Donc, aujourd'hui, on parle de procédure de communication. On parle de procédure d'opération standard et de rétroaction suite à une intervention. Ça s'inscrit évidemment dans notre gestion de crise. Rapidement, je vous l'ai nommé à l'autre séance. Le plan de contingence, dans le fond, dans votre vocabulaire, dans notre vocabulaire, c'est la gestion de crise. Je ne rentrerai pas dans les détails, on en a bien discuté dans la séance 1. Puis, dans le fond, l'importance de la cellule de crise est là. Pourquoi on fait ça? Et donc, là, on vient discuter, dans le fond, dans la séance 1, de l'organigramme de votre cellule de crise. Donc, les rôles et responsabilités à attribuer aux différentes personnes qui vont intervenir lors d'une crise majeure. Maintenant, comment on parle? Comment on se parle? Okay? Qui parle à qui? Puis, moi, ce que j'entends beaucoup là, quand on travaille avec des organisations, c'est il y avait beaucoup de chefs, puis pas assez d'Indiens. Hein? Ça, c'est une façon que mon père a de dire les choses. Donc, de savoir qui parle à qui, premièrement, ça limite le nombre d'interventions qu'on a à faire. Ça s'assure que la personne reçoit le message d'une seule voix, d'un seul canal, puis il n'y a pas d'informations différentes, là. OK? Donc ça, c'est super important. Ça, c'est un exemple qu'on vous donne de comment vous pourriez établir vos procédures de communication. Okay? Donc, votre coordonnateur de la crise parlerait à votre responsable de projet qui, lui, aurait le lien sur le terrain. Okay? Le gestionnaire des communications, ben, c'est cette personne-là qui parle avec les publics cibles, internes, externes, que cette personne-là va avoir, qu'en tant qu'organisation, vous allez avoir déterminé. Puis, peut-être que cette personne-là, vous allez la mettre en lien aussi avec la personne responsable de la liaison avec les proches, qui, elle, parle aux proches des voyageurs. Donc, c'est important là, de prendre le temps de déterminer qui parle à qui et que ce soit clair dans un schéma pour qu'il n'y ait pas de confusion à ce niveau-là. Prendre le temps de le déterminer, c'est très important. Ensuite, comment, dans le fond, on active notre cellule de crise? Hein, on sait que quand on atteint un certain niveau d'urgence, c'est à ce niveau-là qu'on va l'activer. Mais c'est comment ça se fait dans le détail. Donc, d'abord, il faut identifier un point d'entrée. Par où l'information va rentrer? Okay? Quand vos personnes sont sur le terrain, est-ce qu'ils appellent le numéro 1-800 je suis à l'international? Est-ce qu'ils appellent le responsable de projet? Est-ce qu'ils appellent le coordonnateur de la crise? Est-ce que c'est l'adjointe administrative qui a toujours le téléphone 24/7 sur elle? Donc, c'est important, c'est que la situation puisse être rapportée en tout temps quand vous avez quelqu'un sur le terrain, que ce soit par le voyageur ou un partenaire, une partie prenante, ou même une personne qui est proche du voyageur. Il faut avoir cette ligne-là pour que les gens puissent rapporter la situation. Quand la situation entre, moi, je l'appelle le point d'entrée. Okay? Donc, c'est le point d'entrée par où va rentrer l'information. Et là, il faut être capable de la collecter adéquatement l'information. Okay? Donc, une personne qui est bien occupée dans la vie, là, puis qui en plus que le téléphone 24/7, puis vous avez des gens sur le terrain, puis que ça se peut qu'elle soit au patin, puis au chalet, puis à ci, puis à ça, c'est peut-être pas votre meilleure personne, OK, pour être ça. Des fois aussi, au Canada, ça va vite qu'on est hors zone cellulaire. Fait que si la personne, c'est elle qui a le 24/7, puis elle est au chalet, puis elle n'est pas joignable, ça ne fonctionne pas, OK? Ensuite, il faut avoir la capacité de récolter l'information. Est-ce que j'ai toujours mon pad prêt avec moi? C'est quoi les types de questions qu'il faut poser? Donc, ça, c'est important aussi, d'établir les questions, l'information que vous voulez récolter pour être capable de déterminer c'est quoi le niveau d'urgence. Hein? Donc, pour déterminer ces questions-là, ben, on retourne à notre tableau
puis on se dit, il faut poser les questions pour être capable de déterminer c'est quoi les impacts faibles à critiques, à élevés, puis des différentes catégories. Donc, établir des questions qui vont vous permettre d'aller jouer dans ce tableau-là, puis boum, dire si, justement, on est capable de, on doit activer, mobiliser notre cellule de crise. Donc, si oui, justement, notre coordonnateur de la crise va appeler le gestionnaire de la crise, puis va dire, OK, on démarre une cellule de crise. Et d'abord et avant tout, ce qu'il faut faire, c'est une rencontre initiale de mise à niveau. Okay? On veut s'assurer que tout le monde a toutes les mêmes informations. On veut rappeler les tâches. On va déterminer un horaire de suivi pour les rencontres. On va dire où est-ce qu'on s'en va, comment qu'on travaille. Puis, il faut aussi considérer la confidentialité. En ce moment, avec la pandémie, tout se fait de façon virtuelle. Mais advenant que vous vivez une situation de crise puis que la distanciation physique n'est plus une règle, ça se peut que votre cellule de crise se mobilise puis se ramasse tout ensemble dans un local. Okay? Donc, il faut déterminer ces choses-là. Mais avant de bouger tout le monde, on fait une rencontre de mise à niveau. Comment on la fait? Qu'est-ce qu'on donne comme information? Ça, c'est important. Donc, on vous donne une idée d'un schéma que vous pourriez élaborer justement pour vraiment que ce soit clair pour tout le monde comment ça se passe puis qu'est-ce qu'on fait. Ce schéma-là peut être changé évidemment en fonction de votre culture, de comment vous allez organiser les choses, mais ça vous donne une idée, là. Puis un schéma comme ça, on le met dans notre protocole de gestion de crise. D'ailleurs, vous avez ce schéma-là aussi dans un de vos outils. Maintenant, on va parler des procédures d'opération standard qui, évidemment, contribuent à votre gestion de crise efficace. Donc, on parle d'efficacité, mais c'est aussi une mesure préventive parce que ça peut faire partie de la formation. Okay? On va en parler un peu comment tout ça peut être intégré dans votre formation pré-départ. Donc, pourquoi on établit des POS? En matière de mesures préventives et de gestion, on ne peut pas écarter les situations risquées. Hein? On se fait des scénarios parce que, puis on doit mettre des choses en place parce que le risque zéro n'existe pas. Donc, même si on a beau mettre toutes les mesures d'atténuation, toutes les mesures préventives possibles, ça se peut que quelque chose arrive. OK? Puis, donc, il faut être prêt, il faut être ouvert à ça. Puis moi, je dis souvent, il faut être prêt à être surpris. c'est une chose, ça, qu'il faut être prêt à être surpris. Donc, de se doter de procédures d'opération standard, c'est une bonne façon d'atténuer les impacts ou de gérer les impacts de la crise. Hein? Parce que ce qu'on veut, c'est quand il se passe quelque chose, mais que ça ne fasse pas boule de neige, puis que les gens aient les bons comportements réactifs pour justement contenir la situation le plus possible. Il faut que les parties concernées connaissent l'existence des procédures, y avoir accès, puis être en mesure de les appliquer. Okay? Donc, c'est sûr qu'on ne demandera pas à nos gens de se promener avec leurs documents là, de 60-70 pages là, dans lesquels on retrouve toutes les quoi faire si. C'est pas ça qu'on va demander. Mais on va s'assurer que les gens peuvent s'y référer si on a envie d'en savoir plus. Et même s'assurer que dans la formation pré-départ, il y a certaines de ces procédures-là qu'on va mettre de l'avant parce qu'il y a plus de chances que ça arrive. Puis, les POS, c'est des actions à suivre par la personne qui est affectée, mais aussi par l'organisation. Donc, c'est vraiment un outil qui est en support au protocole de gestion de crise. Je veux faire une petite aparté là, sur les services consulaires canadiens. Je me doute que vous êtes très au courant de ça. Quand on travaille avec le segment scolaire, ça les surprend un peu. Encore plus quand on travaille avec le segment des entreprises privées. On a cette idée-là que l'hélicoptère va débarquer puis que les services gouvernementaux vont arriver puis ils vont nous aider. Non, c'est pas leur rôle, hein? Donc, oui, le gouvernement va pouvoir appuyer certaines situations, mais leurs actions sont limitées. C'est vraiment... les agents consulaires vont intervenir quand ce sera pertinent,
Puis, entre autres, ce qui est important c'est de comprendre, c'est que leur marge de manœuvre est vraiment déterminée en fonction des lois locales, des règlements locaux, de comment ça se passe dans le pays où est-ce que vous êtes à destination. Ils n'iront pas à l'encontre d'une politique, d'une loi, d'une règle qui est en place. Donc, c'est là que ça va avoir un impact sur ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne feront pas. Puis, d'un pays à l'autre même, puis d'un agent consulaire à l'autre, ça va être différent. Moi, je l'ai entendu dans une rencontre avec des agents consulaires que des fois, ils disent « Ouais, mais j'ai eu pitié, fait que j'ai apporté un petit peu plus d'aide. Okay? » Mais il y a d'autres agents consulaires qui, eux, ne feront pas ça. Donc, la meilleure pratique, là, c'est de planifier pour être autonome. D'être capable de faire ces choses par soi-même, puis quand on a un support d'un agent consulaire, d'un service, tant mieux. Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Donc, une procédure d'opération standard, je vous ai dit que ça peut aussi s'inscrire comme une mesure préventive. Donc, quand on a parlé justement de l'étude de l'activité, comment qu'on analyse nos risques, on a déterminé qu'on allait atténuer certains de ces risques-là. Okay? Donc, pour chacun des risques élaborés, on pourrait avoir un comportement réactif, puis les actions de la personne affectée, puis les actions de la personne, de l'organisation. Okay? Donc, ça va permettre d'atténuer l'impact d'une situation. Okay? Puis d'être au courant de que ça peut arriver aussi, ça contribue au comportement préventif également. Il faut d'ailleurs informer et former les voyageurs à ce propos-là. Donc, moi, ce que je trouve important, c'est quand on fait notre étude de l'activité, qu'on identifie les risques, puis il y a certaines situations qu'on sait qui risquent vraiment d'arriver, là, comme l'agression physique, le vol. Bon, on va nommer ces deux-là parce que je ne veux pas vous souhaiter du malheur, là. Donc, par exemple, ça, ce serait deux qu'on mettrait de l'avant, même aux Philippines ou peut-être dans certains pays de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, peut-être qu'on développerait une procédure d'opération standard pour les kidnappings express. OK? Donc, c'est là qu'on va identifier les risques majeurs, puis qu'on va s'assurer que dans une formation pré-départ, on va aborder la procédure d'opération standard. Quoi faire si ça t'arrive? Comment tu devrais réagir? Pardon. Des exemples de POS à élaborer, agression physique, agression sexuelle, vol, dispersion, enlèvement, troubles civils, hospitalisation. Dans la PowerPoint, on vous a mis celles qui sont potentiellement possibles d'arriver le plus, peu importe le pays dans lequel on est. Puis après ça, il y en a d'autres à développer qui sont peut-être plus spécifiques à une destination. Puis, dans un des outils qu'on vous a donné, on vous a donné un exemple d'une table des matières, là, de procédure d'opération standard. Donc, c'est la table des matières des POS qu'on a développé nous autres. Donc, j'en ajoute, là, on a morsure, chien, singe, serpent. Ça, là, si jamais moi, je me fais mordre par un serpent, je meurs. Juste pas parce que je meurs, je suis folle. Des serpents, j'ai tellement peur. Problèmes liés à la santé mentale, situation famille d'urgence, rapatriement, arrestation, en cas d'incendie, tremblement de terre, cyclone, ouragan. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de identifier les scénarios possibles puis d'avoir des procédures d'opération standard pour chacune. Ensuite, quand on a vécu une situation, ce qu'on veut, c'est faire une rétroaction. C'est très, très important parce qu'on veut apprendre de notre intervention. Donc, est-ce que notre procédure d'opération standard était adéquate? Est-ce qu'il faut ajouter des choses dedans? Est-ce que notre cellule de crise était efficace? Est-ce qu'il y a certains rôles qui sont à définir? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne se sentaient pas à l'aise dans leur rôle et responsabilités? Est-ce qu'il faut changer les personnes? Pardon. Donc, c'est important de faire une rétroaction pour identifier nos pratiques efficaces, pour mesurer les impacts, puis si justement notre intervention a eu les effets qu'on recherchait, etc. Donc, prendre le temps de récolter les informations crédibles, fiables, utiles, qui vont permettre de faire des recommandations,
OK? Et donc d'informer un processus décisionnel éventuel, subséquent. OK? Donc, qui fait ça? Non, qui on sonde? Ben, c'est toutes nos personnes impliquées au Canada, impliquées sur le terrain. Fait que partenaires, collaborateurs, bénéficiaires ici, c'est qui a bénéficié de l'intervention? Donc, votre voyageur, la famille, donc les fournisseurs, le conseil d'administration, toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'intervention. Et cette rétroaction-là devrait être faite par qui? Bien, il faut penser à une personne qui va être capable de poser les bonnes questions, qui va être capable d'éviter les biais, qui va être capable peut-être de ne pas influencer la réponse de la personne. On veut quelqu'un d'objectif, d'honnête, de juste, d'impartial. Des fois, vous avez une ressource à l'interne, tant mieux, puis peut-être que vous voulez l'identifier puis la former à pouvoir faire de la rétroaction suite à une intervention. Puis sinon, bien, vous pourriez faire appel à une ressource externe pour justement vous accompagner dans votre exercice de rétroaction. Les thèmes abordés lors de votre rétroaction, c'est une idée de ce qu'il y aurait à traiter, dont, entre autres, les différentes fonctions, là, les différents rôles décisionnels, opérationnels, logistiques, communicationnels, comment les opérations sur le terrain ont été, comment on a géré nos proches. Puis, un qu'on oublie souvent, c'est comment on a réussi à retourner à la normale. Donc, comment a été la reprise de nos activités. Quand on sonde chacun de ces thèmes-là, ce qu'on veut, c'est relever les points forts, les points faibles. Si on a des aspects à clarifier, si on a des aspects à améliorer, puis ce qu'on veut surtout, c'est transformer tout ça en recommandations. Que ce soit clair qu'on recommande faire X, Y, Z. Ces recommandations-là, après, on les transforme en plan d'action. C'est quoi la tâche? Qui est responsable? Quelles sont les ressources attitrées? Puis, il faut que ce soit fait avant telle date. Puis, qui va faire le suivi de ça? Donc, ce serait tout pour la séance 2. On se prépare à la séance 3 dans laquelle on va vraiment discuter là, de l'élaboration des procédures d'opération standard. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est une belle mesure d'atténuation. Donc, on va vraiment discuter de ça davantage. Avant, ben, prenez le temps de bien digérer l'information qu'on vous a transmise et j'espère que vous êtes toujours aussi motivés pour notre dernière séance asynchrone de la formation. À plus tard!